Depuis 45 ans, c'est la même passion qui anime Jean-Paul Kouilici, faire découvrir la montagne corse. Aujourd'hui, si son bandeau et son sourire sont reconnaissables entre tous, il cache néanmoins des blessures fondatrices qu'un face-à-face avec les photos de sa vie va révéler, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Jean-Paul Kouilici. Merci. Au milieu des photos de votre vie, Oui. on va remonter justement le fil un petit peu de votre existence à travers les photos marquantes, si vous le voulez bien. C'est toujours impressionnant, paraît-il, quand on rentre comme ça. Elles sont très marquantes, elles sont très... J'ai la mémoire, toutes ces photos, toutes ces images, oui. On commence par là, Jean-Paul. On commence par le début. Qui c'est là? C'est ma mère, mon père. Ma mère vivait en village de Sarre, travaillant le jardin, le bois, nous élevant. Et mon père était dans la marine marchande. Vous voyez la veste qu'il a, 45 ans de marine marchande, un navigateur, marin, voilà, venant tous les ans à la maison, il passait 2 mois et puis repartait pendant 45 ans. Et il est mort dans un accident de voiture. Et on n'était pas là, ni mon frère ni moi, on était en Bolivie. Voilà. On a appris ça lorsqu'on était de retour d'expédition et ça nous a fait un choc. Vous allez à l'école, à Sarre-et-Solenzar, et vos parents, alors je ne sais pas qui est-ce qui décide d'arrêter l'école, si c'est vous ou pas. Qui est-ce qui décide que vous arrêtiez l'école à 14 ans et demi? Mais parce que il fallait que j'aille ailleurs. J'étais pas tellement doué pour l'école. J'étais plutôt un manuel. J'étais plutôt un terrien, plutôt quelqu'un qui aimait construire, façonner. Voilà. Et mon père me dit, tiens, je vais t'envoyer et tu iras à Paris. À Paris, j'ai une pension. Et vous partez à Paris, et vous partez comme pâtissier. Pâtissier en pâtisserie. Je pars... Et c'est là justement, vous vous retrouvez seul dans cette pension à Paris. Vous avez quel âge là? 15 ans? 15 ans et demi, 16 ans. À Sarcelles, vous habitez même? Oui, c'est après à Sarcelles où j'ai commencé à travailler. Après ma formation de 2 ans, je me suis trouvé à Sarcelles, chez Pelloual. Pelloual, grande marque de boulanger-pâtissier. Oui, vous gagnez bien votre vie. Oui, très très bien. On travaille beaucoup la nuit, mais je gagne bien ma vie et j'ai beaucoup d'argent. Oui. Et vous êtes parti pour faire cette vie, sauf que le service militaire vous rappelle. Et comme votre papa était dans la marine marchande, alors c'est vous qui choisissez ou pas? Vous allez directement dans... C'est-à-dire, je choisis un petit peu parce que mon idée, c'était de faire la marine marchande. Je voulais faire comme mon père. Ah, donc après le service militaire, dans la marine, vous voilà dans la marine marchande, justement. Je suis sur le Proté, à Visory-Slaughter. Je suis là. On est dans la cambuse, à la cuisine. Ça, c'est des cuisiniers. Et on vit, on fait des traversées. Mais finalement, ça ne vous plaît pas trop, la marine marchande? Non, ça ne me plaît pas parce que ce côté promiscuité, ce travail, dans pas beaucoup de local, assez restreint, ça ne me plaît pas du tout. D'ailleurs, je m'en vais assez rapidement. Et donc, vous revenez en Corse, vous travaillez à Ajaccio en tant que... Non, je travaille un petit peu à Paris aussi. Un petit peu à Paris. Vous rentrez à Ajaccio comme pâtissier. Là, vous vivez une vie assez tranquille. Et puis un jour, vous prenez la moto avec votre fiancé de l'époque et vous avez un accident, et un grave accident. Vous faites 22 jours de coma. Oui. Vous êtes hémiplégique. 23 jours. 23 jours, hémiplégique. C'est important. Oui, les jours de coma, c'est important. Hémiplégique côté droit. Oui. Paralysé. Paralysé. Côté droit. Tout. Vous allez être dans 9 centres de rééducation pendant 5 ans. Oui. Et là, c'est cette photo qui est importante, justement. Oui. On est où, là? Dans le centre de Pyrénées, à Bétrette. Vous ne marchez pas, là? Non. Je viens de faire du sport, je suis en tenue de jogging et j'ai grossi parce que je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir, je ne peux pas être normal. Et puis vous lisez un livre, Premier de cordée. Oui. Et là, ça vous donne un surcroît d'envie, j'ai l'impression. Vous travaillez encore plus
et vous dites, moi, qu'est-ce que vous dites? Moi, je veux être, Eh ben, moi aussi, dans mon rêve. Dans mon rêve, je prends une pierre, je la jette très loin, comme un défi à la vie, pourquoi j'ai été handicapé, pourquoi j'ai eu un accident. Je ne l'accepte pas et je ne comprends pas. Et c'est là que ça devient ma hargne, ma force de caractère, où je me forge à travers je me forgeais un caractère. Et ce premier de cordée, ce but que je me suis dit, je serai guide de montagne moi aussi. et donc vous vous entraînez. Vous Et vous apprenez à marcher. Personne ne le sait. Vous marchez Parce pieds que nus. c'est de la folie. Pieds nus à l'aube, dès l'aube, vous marchez pieds nus dans l'herbe gelée. Je m'entraîne, je cours en boitillant. Je fais ça un peu de nuit parce qu'on ne me voit pas. Et pour m'entraîner déjà au froid. Au froid parce que je rêve des faces glaciaires. Je rêve qu'un jour, je vais escalader. Un jour, je vais les conquérir. Et ce jour, il commence à arriver. On est au début de votre carrière. Vous commencez effectivement à vous entraîner. Magnifique photo là, magnifique photo. C'est vers le Mont Blanc. Tout a l'air d'aller bien, sauf que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit hic dans cette marche vers la gloire. C'est que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous vous embêtez sur le continent? Qu'est-ce qui vous prend? Vous passez par la case prison, quoi qu'il en soit. Vous faites une bêtise. Oui, parce que j'avais besoin d'argent. Le matériel et tout ça, il fallait l'acheter, les chaussures, le truc. Et puis je me laisse entraîner, je fais un séjour en prison, voilà. Votre famille ne vous laisse pas tomber? Non, pas du tout. Elle vient vous voir? Ma famille, lorsqu'elle apprend que je suis en prison, mon frère et ma soeur viennent tout de suite. Et vous adoptez, il se passe quelque chose en prison. En prison, on va aller vers la photo là-bas, si vous le voulez bien. Vous êtes de retour, on est en 71, vous avez fini, vous êtes de retour en Corse, là. 70. 70. Vous avez quelque chose dans les cheveux. C'est en prison que vous prenez cette habitude de mettre un bandeau. Pourquoi? Et que vous garderez d'ailleurs par la suite. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Paul? Parce que, pour le coup, Jean-Paul Quilici, c'est le bandeau. Oui, c'est un défi parce que je suis au milieu de beaucoup de monde et pour me faire pas respecter tout ça, je suis corse, je mets un bandeau noir et que je porterai tout le temps, que je ne vais plus sortir pendant jusqu'à présent, que je porte. De noir, il va se transformer en couleur, maintenant vous l'avez. En couleur, parce que je trouve que le noir, il est trop sombre, parce que la vie a repris. La vie a repris. Je vais rentrer au parc. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. C'est la couleur qui, pour moi, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la beauté. La vie en couleur et en beauté, elle est dans la pièce d'à côté, si vous le voulez bien. Allez, venez Jean-Paul. Alors Jean-Paul, allez-y, asseyez-vous. Donc on vous a laissé au milieu des chèvres, déjà dans la montagne, bien sûr Jean-Paul. Et j'ai l'impression que là, vous prenez une décision. Et cette décision, on va l'illustrer en photo. C'est celle-ci. Vous dites, il faut que je devienne aspirant guide. Là, ça y est. Oui, je décide de prendre cette filière. Je ne savais pas qu'elle était dure, mais pas si longue, elle aurait été si longue que ça. Je me lance dans la formation, la montagne, devenir professionnel de la montagne. Voilà. Ça va prendre des années, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, vous n'imaginez pas que ça allait être aussi difficile. Là, on est en 71, vous allez devenir aspirant guide, et puis guide de haute montagne en 1983. Ça va vous prendre 12 ans quand même. Vous serez le premier guide de haute montagne en Corse. Ça sera une joie indescriptible quand vous allez recevoir ce diplôme. Lorsque je suis parti de Chamonix, je me rappelle, j'avais une diane. Je crois que j'ai fait une partie de la France parce que j'étais heureux, j'étais content. Je m'arrêtais dans les hôtels, les bars, et je savourais seul avec ma médaille. Les gens, je connaissais personne. C'était un plaisir, c'était une randonnée pour rentrer chez moi. En 72, ceci dit, vous intégrez le parc naturel régional, le tout nouveau parc naturel régional de la Corse. Et une fois au parc, vous faites grimper. Là, on est à Lévis, les jeunes de Lévis notamment. C'est une de vos fonctions, de vos attributions. Vous avez fait grimper tous les gosses de l'Altaroca, parce que vous êtes marié à Coenza. Vous vivez à Lévis et à Coenza d'ailleurs. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans l'Altaroca, qui
qui est ma région d'adoption. Altaroc, je suis pas chez moi, je me sens chez moi. Et dans tous ces villages, je fais grimper toutes les écoles de Lévis, de Tsons, de Coens, de Serres, d'Aulène. Voilà, c'est un petit peu. C'est votre quotidien. C'est un quotidien. C'est surtout mon plaisir de transmettre et de montrer que ce que je sais faire et que les jeunes peuvent un jour le faire. En 1980, vous croisez quelqu'un qui vous propose de vous emmener plutôt vers l'Himalaya. Oui. C'est pas une sinécure, c'est pas facile, l'Himalaya. Cette photo, on vous voit en pleine souffrance, d'ailleurs, justement, parce que qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes là-bas? Ben, disons qu'au camp de base, je travaille, je prends pas de précautions. Nous sommes à 5004, 5005. Je travaille pour faire le camp de base, les rochers, tout ça. Et dans la nuit, j'ai un œdème pulmonaire. Et tous les jours, je crache du sang, je crache de la salive rouge. Et il faut me redescendre. Michel Feurade, qui était chef d'expédition, me charge sur son dos avec deux Sherpas et je commence à descendre, à être évacué sur Katmandou. On met 3 jours pour descendre, 4, et les 3 nuits que je passe en altitude, parce que l'Himalaya, on monte et puis après on franchit des cols, ouais. Il y a tout un chevauchement de cols qu'il faut passer, il faut remonter, descendre. Et je suis toujours sur le dos des Sherpas et de Michel. Et tous les soirs, j'attends la mort. Lorsque je me couche, je dis demain je vais être mort, demain c'est fini. Mais je suis dans un état de conscience qui n'est, je ne suis pas, j'attends la mort, je suis heureux de mourir parce que je ne me rends pas compte voilà, je préfère, je m'en aller, je ne souffre pas, mais j'ai du mal à respirer. 3 ans plus tard, vous décidez de changer de continent et ça donne ça. C'était en janvier dernier. Des Corses avaient décidé de vaincre la Concagua, une montagne de pierre, de glace, de neige, au sud de la cordillère des Andes, 7000 mètres au-dessus de la planète. Un bastion naturel, une forteresse de la création, aride, inhospitalière. Une équipe d'amoureux de la montagne, dirigée par Jean-Paul Kuilici, qui voulait ainsi montrer que la Corse génère des grimpeurs capables de vaincre les plus hauts sommets de la Terre. Une équipe de montagnards qui a voulu ainsi tracer une voie, qui a voulu montrer l'exemple. Janvier, février 83, des Corses sur l'un des toits du monde, un exploit dont peut s'enorgueillir l'île. 28 janvier, la face nord de la Concagua est vaincue par 5 hommes, Pierre Cesari, Charles-Jean Giamarchi, Jean-François Kuilici, Bernard Muller, Guillermo Régnier. Et on n'entend pas votre nom, justement. On n'entend pas votre nom. On a cette photo, une photo un peu trouble d'ailleurs. Vous n'arrivez pas à passer 5000 mètres, vous avez un problème physiologique. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, malgré mon envie, ben oui, j'ai des problèmes, des troubles à une certaine altitude, 5000, 5004. Je ne peux plus respirer, j'ai du mal. Plutôt que d'aggraver, je préfère renoncer. Et puis attendre l'équipe au camp de base ou en bas. Alors du coup, voilà, cette photo qui est magnifique justement, c'est votre Everest à vous. Oui. Vous faites la traversée du pôle Nord à ski, oui. Et c'est une expérience formidable, j'imagine. Là, vous n'êtes pas avec des Corses, hein, c'est international. Oui. Et là, cette photo, elle est intéressante, Jean-Paul, parce que peu de temps après, là, vous allez tomber dans un trou, et une fois de plus, vous allez faillir. Expliquez-moi, expliquez-nous. Ben, disons, comme il y avait des blocs de glace, il y avait un chenal à traverser où l'eau n'était pas tout à fait gelée. J'étais en avant-dernier. Le dernier, c'était Stako, le Yougoslave qui était photographe de l'expédition. Je traverse un gros bloc bascule et je tombe dans l'eau. Je tombe là avec mes skis, mes bâtons, mon pulka qui me freine un petit peu. Mais moi, je descends dans l'eau et je me vois mourir encore une fois. Encore une fois. Ça fait la 3e fois déjà, là, oui, hein, depuis qu'on est ensemble. Voilà. Je me vois mourir, j'attends la mort, je réfléchis, je dis comment je vais faire pour mourir le plus vite possible. Je dis il faut que j'ouvre la bouche pour avaler cette eau salée parce que c'est la banquise. Et puis je vais disparaître. Mais encore une fois, je suis pas content, mais j'accepte la mort, j'accepte cette fatalité. J'aurais été jusqu'au bout, voilà. Mais
Mais, il y a un mais. Expliquez-nous comment vous vous en sortez. Au bout d'une minute et quelques secondes, l'équipe, c'était le blizzard, il faisait moins 25, moins 23, moins 25 dehors. Ils avaient pris de l'avance. Ils se retournent, ils ne me voient plus derrière. Ils reviennent et disent il y a quelque chose, parce que brouillard et tout ça. Ils reviennent et ils me voient en train de couler dans l'Arctique. On avait la corde, ils me jettent la corde. Et au bout de la deuxième tentative, je m'accroche à la corde et je sors. On me sort de l'eau, de la banquise. Et donc vous allez réussir la traversée du pôle Nord, un exploit vraiment estimable, mais surtout, quand vous rentrez dans l'avion du retour qui vous ramène, il y a quand même une anecdote qu'on peut raconter, une anecdote assez savoureuse, c'est qu'on met à côté de vous un passager un peu bizarre. Ben oui, c'est parce que dans la banquise au pôle Nord, il y avait des plongeurs russes qui expérimentaient la banquise et le fond, et un plongeur russe, il s'est noyé, il est mort. Et comme il y avait un hélicoptère qui rentrait à la base, ils nous ont mis un militaire, c'était un militaire russe. Il était à côté de moi, avec sa petite moustache, je le vois toujours, sa casquette de militaire. Et il était là, il a fait le voyage avec moi. Un cadavre à côté de vous. Un cadavre avec moi, mais qui était raide, qui était droit par le gel. Et puis, on n'aura pas le temps de tout évoquer, d'évoquer tous vos voyages. Ça, c'est la Patagonie. La Patagonie, c'est moi qui vais le dire en quelques mots. Vous y êtes allé 8 fois. La Patagonie, vous avez une vraie affection pour cet endroit. D'ailleurs, vous comptez y retourner encore une 9e fois. Qu'est-ce qui se passe en Patagonie de si exceptionnel? Qu'est-ce qu'il y a? La Patagonie, c'est un moment où je me sens heureux. Tout simplement. Mais je crois qu'il y a d'autres endroits où vous vous sentez heureux. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille la voir dans la pièce d'à côté. On est d'accord? Allez, venez avec moi. Oui, je vais vous montrer où vous vous sentez heureux aussi. Qu'est-ce que vous allez me faire découvrir? Vous allez voir. Allez, venez avec moi. Alors Jean-Paul, dernière pièce de la visite. Et l'endroit où vous vous sentez le mieux, où c'est le bonheur. Ben, j'ai l'impression que c'est la Corse. Et il y en a un qui s'y trompe pas, c'est lui. C'est Nicolas Hulot. Au début des années 90, c'est lui qui vous appelle. C'est mon ami, oui. Il vous appelle et qu'est-ce qu'il vous dit? Et il me dit, je vais tourner au Ushuaïa, je sais que vous êtes guide, je sais que vous connaissez Bâle, je sais qu'on m'a parlé de vous. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour tourner au Ushuaïa à une émission ou deux sur la montagne corse Et il débarque avec son hélicoptère. et je vous en prie. À l'image de ceux qui en sont originaires, comme notamment le garçon qu'on va aller retrouver tout à l'heure, Jean-Paul Ghilici, qui est le premier guide de haute montagne corse, qui a un parcours et un itinéraire remarquable. C'est un garçon qui a eu dans les années 60 un très grave accident de moto, qui a fait de lui un hémiplégique, et qui, à force de volonté, de courage et d'opiniâtreté, a pu réaliser le plus beau de ses rêves, celui de devenir le premier guide de haute montagne corse. D'ailleurs, c'est qui lui dit d'aller construire sa maison du côté de Coenza? C'est lui qui veut? C'est lui qui lui dit tiens, là, il y a un terrain? Non, c'est passé comme ça. On arrive à la tour 2, aux aiguilles, et il me dit, tu vois, Jean-Paul, on était tous les deux, bien sûr, il y avait les caméras qui étaient autour, mais tous les deux, il me dit, tu vois, Jean-Paul, j'aimerais avoir un terrain en bas, au fond. Il ne savait pas où c'était. Il me dit, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Est-ce que ça c'est possible? J'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je contacte, quand je contacte des gens de Coenza, des gens qui connaissaient bien, et un an et demi après, il avait le terrain et la maison. Donc, grâce à Ushuaïa, vous devenez une célébrité nationale. On ne fait que vous proposer des émissions. Oui, c'est Calmez-vous. Non. La preuve, regardez, bon, là, j'ai encore des émissions d'ailleurs. Voilà, celle-ci, par exemple, on vous prend systématiquement, on vous appelle, on vous demande tous les ans de faire de la télé. Un petit peu. À tel point que des fois, vous refusez d'ailleurs. Vous avez refusé dernièrement. Oui, j'ai échappé belle. J'ai dit qu'on m'avait trop vu, que je laisse la place aux autres. Ouais, c'est vrai. Magnifique photo. Allez, on continue. On va découvrir un autre écran si vous le voulez bien. Celui-ci. Tenez, Jean-Paul. Alors, pour quelqu'un
qui a arrêté l'école à 14 ans et demi. Vous faites des dédicaces un petit peu partout en Corse. Vous en êtes à 18 livres, j'ai compté, 18 livres que vous avez signés. Oui. Je raconte la beauté de la Corse, ce que je vois, ce que je ressens. Je dis toujours, les pierres me parlent, me racontent leur histoire. Et lorsque je fais ces chemins, je me remémore les chemins ou autre chose, et surtout les chemins qui ont une histoire. Les montagnes n'ont pas d'histoire, parce que l'escalade en Corse était très récente. Je suis un des premiers à avoir découvert, faire connaître, faire devenir d'escalade après celui de Michel Fabricant. Mais lorsque je trace, lorsque je fais des parcours, je me replonge dans le passé de ces gens, de ces Corses qui marchaient, chargés de nuit, de jour, et qui travaillaient sur ces chemins ou dans les jardins ou dans les vignes. Et je dis tout simplement que pour moi, les pierres me racontent leur histoire. Alors, raconte l'histoire, mais il y a quand même un petit souci, j'ai l'impression. Et j'ai cru le lire, je ne sais plus où je l'ai lu d'ailleurs, sur Bavé, là par exemple. Vous avez écrit moult livres, il n'y en a que 2. Vous avez archi-décrit Bavé, là, à tel point qu'aujourd'hui, Jean-Paul, vous regrettez presque d'avoir livré tous les secrets de Bavé, là. Oui, je regrette, parce que j'ai tout ouvert, j'ai tout donné, j'ai tout montré, et j'ai tout décrit. Et des fois, je me dis que j'ai eu tort, parce qu'il n'y a plus un endroit où je suis seul, où je me sens vraiment en osmose avec cette montagne qui m'a tout donné. Bavé, elle m'a tout donné. Il n'y a pas un petit endroit à Bavé là, qui oui, arrive pour oui, voir. oui. Je l'ai gardé, un endroit que je dirais à personne, que je montre aux clients, que je marche. Mais c'est tellement difficile à trouver. Il y a un passage, il y a une porte qu'on ouvre, et puis après on est dans un autre univers, et ça je ne le dirai pas, même pas à vous. Même pas à moi. Allez, on continue avec cet écran. Je vous retiens. Là, tiens, ça traînait la dernière fois sur ma table. Je lis le Corse Matin et je vois ça. Grand nettoyage de fin d'été pour la vallée du Cave. Jean-Paul Couilchi prête main forte. Jean-Paul, et ce n'est pas le seul endroit, systématiquement en fin d'été, vous allez nettoyer là où vous avez travaillé. Oui. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'on gagne de l'argent dans ces endroits-là, et on pourrait faire un effort pour nettoyer tout ce qu'éventuellement a laissé le tourisme ou ce que nous avons laissé. Le clientèle, un paquet de cigarettes, un mouchoir, une bouteille, et on ramasse. On a ramassé au cave. On a ramassé, les 15 jours après, nous avons ramassé tous les parkings de Baville où il y a des milliers de personnes qui viennent faire du canyoning et autre chose, mais surtout du canyoning. Et ces gens-là, c'est nous qui travaillons avec. Disons que vous gagnez de l'argent avec. Voilà. C'est la moindre des choses de rendre un petit peu ça la nature insulaire. C'est pour ça que... Et vous êtes nombreux, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça, finalement. Ça Ben, va faire boule de neige. Ben, j'espère que l'année prochaine, on sera plus nombreux. Moi, je vais donner l'exemple. Eh ben, si vous me montrez Bavé, là, je viens vous aider. Ben, attention, je vais vous appeler. Dites-moi, sur mon site, moi, je me suis, depuis 2 ans, pour donner l'exemple, au lieu de prendre 12 personnes par groupe, je suis descendu à 9. En espérant que les jeunes me copient. Pour l'instant, ils ne m'ont pas du tout copié. Et on va voir justement. Vous avez parlé de votre site. Quand on tape Jean-Paul Couilchi aujourd'hui sur Internet, vous savez ce qui sort ? Il sort ça. On écoute. Jean-Paul Couilchi, canyoning. Jean-Paul, cette année encore, vous l'avez fait combien le canyoning de Bavé là ? Vous êtes passé combien de fois encore ? Une soixantaine de fois. Soixantaine de fois. Jusqu'à quand, Jean-Paul, vous allez faire découvrir cette Corse ? Lorsque mon corps me dira stop. Lorsque je ne pourrai plus. Vous prenez, et ce que je veux dire, c'est que vous prenez encore du plaisir à faire bien sûr. Sans ça, je ne le ferai pas. J'ai du plaisir à faire découvrir. C'est le plaisir des gens, de leur tête, hein, lorsqu'ils
je vois avec un sourire en disant c'est beau, et moi ça me fait plaisir, intérieurement ça me fait plaisir, parce que je leur ai fait découvrir la Corse et je leur ai apporté un petit peu de joie et de bien-être dans leur fort intérieur. Donc ça va continuer. Vous avez 60, combien vous avez aujourd'hui, on peut le dire? 74. 74 ans et vous êtes encore en pleine forme. Allez Jean-Paul, on fait un petit selfie, c'est tradition dans l'émission pour dire au revoir. Ici, on se serre la main, mais avant de se serrer la main, on fait un petit selfie. Vous en faites avec moi? Allez. Vous le mettrez sur votre site de canyoning, si D'accord, jamais. Je ne sais pas si on va faire venir du monde. Hein. D'accord. C'est pas. Jean-Paul, ça a été un véritable plaisir. Merci, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, ou je te remercie. Maintenant, je te tutoie. Et ça a été un honneur, un plaisir de faire une émission avec toi. C'est gentil. Oh. Rendez-vous à Baville. On va bien. Ciao.